J'ai conscience que je suis le dernier rempart entre vous et l'apéro, donc je vais essayer de tenir les timings. Voilà. Mais ça rentre dans les 5% de perte, donc c'est bon. C'est parce que moi j'ai mal bossé, j'ai pas réussi à tenir. Ok, donc pour cette présentation, du coup, on va parler de benchmark, de filtres de rehaussement de vaisseau appliqués à l'imagerie du foie. Donc pour me présenter rapidement, je viens du laboratoire du LERIS à Lyon et je fais partie du projet ANR RVCLX, dont l'un des objectifs est la segmentation robuste des vaisseaux sanguins du foie. Donc ma présentation, elle est issue de travaux originaux que j'ai publiés à ICPR l'année dernière. Et elle va porter plus particulièrement sur la continuité de ces travaux, parce que j'ai retravaillé les bases de données et changé un peu la méthodologie. Hop. Donc le plan rapide, je vais présenter le contexte, la structure de mon benchmark. Je vais essayer de vous donner une petite intuition des filtres que j'ai évalués. Je vais vous donner un petit aperçu des résultats, parce que vous noyer dans des tableaux de chiffres, ça serait un petit peu dommage. Et puis je finirai par la conclusion. Hop. Donc d'habitude, quand je suis avec mes amis et qu'on me demande sur quoi est-ce que je travaille, je leur dis que je détecte des arbres dans Minecraft, ce qui fait que je ne plombe pas l'ambiance. Il se trouve qu'en réalité, je travaille avec des arbres vasculaires, et en particulier donc, des vaisseaux hépatiques, donc des vaisseaux du foie. Donc on travaille avec des images 3D, et pour le foie, il y a deux modalités, la tomodensitométrie, donc TDM, et puis l'imagerie par résonance magnétique. L'avantage de ces modalités, c'est qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le patient en deux pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Par contre, le problème, c'est que ces modalités, elles viennent avec tout un tas d'artefacts. Donc le bruit qui donne l'aspect granuleux, donc le foie, c'est l'espèce de grosse oreille que l'on voit ici. Donc le bruit qui donne un aspect granuleux, aussi bien en tomodensitométrie qu'en IRM, bien que ce sont deux bruits différents. On a aussi le faible contraste, donc entre les vaisseaux et puis les tissus du foie, et en particulier lorsque les vaisseaux sont assez petits. C'est le cas aussi donc en IRM, et en particulier lorsqu'on a des foies malades qui ressemblent à des vieilles éponges laissées sur le bord de l'évier. Donc ici, on a des bouts de vaisseaux ici, là et là. Donc on a vraiment du mal à les distinguer. On peut aussi avoir des objets métalliques comme des broches dans la colonne vertébrale. Et puis en IRM, on peut avoir des artefacts de mouvement, puisque ce sont des acquisitions de temps long. Et le patient doit retenir sa respiration pendant ces acquisitions-là, et lorsqu'il est malade, ça peut être assez douloureux, donc il a du mal. Donc dans ce contexte-là, les applications, ce qu'on cherche à faire en tout cas, c'est segmenter les vaisseaux sanguins, donc c'est-à-dire extraire les vaisseaux sans récupérer les tissus qui sont autour. Et une fois qu'on a cette segmentation, on peut les injecter dans des logiciels de visualisation, ce qui permet d'aider les médecins dans leur diagnostic et puis de faire de la planification opératoire. Donc les fameux schémas de Quino qu'a expliqué Abir tout à l'heure. Le souci, c'est que les algorithmes de segmentation, lorsque les images sont complexes, c'est-à-dire que le réseau vasculaire a tendance à se fondre avec les tissus, ils ne fonctionnent pas très bien. Donc la plupart des méthodes de segmentation utilisent, donc de pipeline de segmentation plutôt, utilisent une étape de pré-processing, donc utilisent des filtres qui permettent de rehausser donc, les vaisseaux. Donc en général, l'hypothèse, c'est que ça rehausse les structures tubulaires. Donc ce qui permet, donc, ici par exemple, dans cette image, de faire apparaître l'arbre vasculaire que l'on ne pouvait pas voir précédemment dans l'image. Voilà, donc il y a énormément de filtres de rehaussement de vaisseaux dans la littérature sur les 20 dernières années. Le problème, c'est que la comparaison de ces filtres avec seulement la littérature est assez difficile à effectuer. Et ça, c'est lié aux propriétés des données médicales, puisque là, il y a beaucoup de papiers qui sont publiés sur des méthodes de segmentation ou des pipelines, sur des datasets privés. Ou alors, lorsqu'une nouvelle méthode est créée, elle était souvent testée sur des datasets qui sont joués. Ce qui fait que la comparaison est souvent impossible, ou du moins très difficile, même si les métriques de comparaison sont identiques, parce qu'en fait, on compare des choux et des carottes, donc ça n'a pas vraiment de sens à ce niveau-là.
Pour ne pas faciliter la tâche, on a aussi un écosystème de filtres qui est disparate, avec notamment des implémentations dans des langages multiples, donc C++, Python, MATLAB. Et puis, selon les librairies, des paramètres qui ne sont pas toujours exposés comme l'auteur l'a défini dans son papier. Donc voilà, ça peut notamment nous faire perdre pas mal de temps. On a tous des exemples où on pensait passer 2 heures sur une installation d'une librairie et au final on y passe 3 jours. Et puis il n'y a pas vraiment de framework commun public disponible pour faire des comparaisons. Notamment on a un problème de reproductibilité des résultats sur des benchmarks. Et puis l'extension, elle n'est pas vraiment assurée. Donc c'est-à-dire qu'on peut difficilement rajouter un nouveau filtre à un benchmark précédent. Alors que par exemple dans le deep learning, on a des grands challenges où une méthode peut être comparée sur un même dataset. Donc toutes ces observations-là, je me suis demandé du coup quelle comparaison réaliser et puis comment profiter à la communauté. Voilà, donc je vais passer à la structure du benchmark et je vais parler un petit peu de l'état de l'art. Alors je ne vais pas détailler le tableau en entier, je vais juste parler de notre méthode. Mais en gros, dans la littérature, il existe deux articles qui parlent de benchmark, de rehaussement de vaisseau. On a Manlu en 2015 et puis Phelan en 2017. Donc nous, notre benchmark, on le fait sur 2 bases de données. La base de données de l'IRCAD, donc qui est une base de données publique en CT, et puis la base de VasQSynth, qui est une base synthétique sur laquelle on rajoute des artefacts IRM. Parce qu'on a du mal à trouver des bases de données annotées en IRM sur le fond. Notre méthode d'analyse, on va la faire avec la sortie de nos filtres et la vérité et terrain des vaisseaux, qui est binaire. Et la particularité de notre benchmark, c'est que on va pouvoir le faire sur différentes zones d'intérêt. Et donc dans notre expérience, ici, on va en prendre 6. Donc je vais détailler ça un petit peu plus tard. Et puis d'un point de vue reproductibilité, aussi bien les codes des filtres que le code du benchmark, on l'a rendu disponible sur GitHub, donc c'est des codes en C++. Ce qui permet donc de faire des extensions. Et on a un petit plus qui est la démonstration en ligne ici, où on met à disposition tous les filtres et les gens peuvent tester les différents filtres sur leurs données sans avoir à installer quoi que ce soit. En termes de métriques de comparaison, on calcule toutes les métriques classiques issues de la matrice de confusion, donc précision, rappel, spécificité, la courbe ROC, et puis donc le SNR qui est une métrique pour évaluer le bruit entre la sortie de notre filtre et la vérité terrain. Et puis les métriques de recouvrement, donc le DICE que vous connaissez tous plus ou moins, et puis le MCC, qui est le coefficient de corrélation de Matthew, qui est plus adapté dans le cas des vaisseaux sanguins, puisque c'est une métrique qui prend en compte le déséquilibre des classes, ce qui est le cas dans les vaisseaux sanguins, puisque les vaisseaux sanguins, c'est à peu près 5% des voxels d'une image entière. Voilà. En termes de filtres, on a comparé 7 filtres de la littérature. Donc par rapport aux autres benchmarks, on en rajoute 3 en plus. Donc Majoring, Zhang et German, avec Zhang et German qui sont des filtres assez récents, ils datent des 3 dernières années. Et on a décidé de ne pas évaluer une famille de métriques qui est une famille de filtres, pardon, qui sont les filtres de rehaussement à base de diffusion. C'est-à-dire ils font un rehaussement de vaisseau couplé d'un lissage de ce rehaussement qui tient compte de la géométrie. Et donc c'est des méthodes qui sont assez compliquées à paramétrer et qui sont assez coûteuses en temps de calcul. Et donc notre benchmark est quand même assez lourd de base, donc on a écarté ces méthodes-là. Et puis, donc dans notre benchmark, on optimise les paramètres des filtres de manière à ce que pour un volume particulier, ils produisent les meilleurs résultats. Et cette optimisation, elle est faite en 2 temps. Une première optimisation sur les paramètres d'échelle, donc qui permettent de sélectionner la taille des vaisseaux qu'on va détecter, et puis les paramètres intrinsèques des méthodes. Donc notre benchmark, comment il fonctionne? On lui passe une image en entrée, un filtre avec un jeu de paramètres particulier, et on va récupérer un résultat normalisé entre 0 et 1. Pour le comparer à la vérité binaire, ce résultat, on va le binariser. Alors il y a toute une question sur quel serait le seuil idéal pour avoir la meilleure réponse possible. Nous, on fait du brute force, c'est-à-dire qu'on calcule 200 volumes binaires
Donc avec un seuil très très haut que l'on va diminuer progressivement, ce qui revient à relâcher la contrainte sur la segmentation. Voilà. Et ensuite, on cherchera donc à maximiser une métrique sur chacun des volumes en fonction des différents seuils. Là où notre benchmark il est intéressant, c'est qu'on peut calculer toutes ces métriques dans différentes zones d'intérêt qui sont définies par des masques binaires. Et nous, on choisit donc 6 zones d'intérêt, la zone de l'organe dans sa totalité, donc le foie en entier, le voisinage des vaisseaux, et puis les bifurcations qui sont décrites dans la littérature comme des zones où les filtres de rehaussement de vaisseaux sanguins ont du mal, ont des difficultés. Mais le problème, c'est que ça n'a jamais vraiment été quantifié sur des bases de données réelles, cette affirmation. Voilà. Et au niveau du voisinage des vaisseaux, on a en plus divisé cette région en 3 parties. Les vaisseaux qui sont larges, donc notamment dans le foie, ça a de l'importance parce qu'on a tout ce qui est le tronc-porte, des choses comme ça, qui sont des vaisseaux assez fondamentaux dans cet organe-là. Les vaisseaux de taille moyenne et puis les petits vaisseaux, ce qui fait qu'on peut avoir une analyse un peu plus granulaire sur le réseau vasculaire. Alors les filtres évalués, donc il y en a 7, je vais essayer de passer assez rapidement mais vous donner une idée globale. Donc on a les SATO. Les filtres, on les a choisis pour leur variabilité dans les designs, c'est-à-dire qu'ils ont été conçus pour répondre à des problématiques différentes. Donc on avait un des premiers filtres qui est SATO, dont le but est de faire du rehaussement de vaisseaux et de reconnecter les vaisseaux qui peuvent être déconnectés, tout en limitant le bruit qui pourrait être rehaussé. On a ensuite Frangi, qui est non pas l'état de l'art, mais le filtre le plus utilisé dans la littérature. Et ce filtre-là, il essaye de différencier différentes sortes de géométries, donc les structures tubulaires, des structures en forme de boule ou des structures en forme de plateau, qui sont des choses qui sont assez proches, du moins dans le framework qu'ils utilisent dans le framework géométrique qu'ils utilisent. Une méthode très spécialisée qui est majoring, qui a été utilisée pour la détection de neurites, qui sont des éléments très très fins, avec en général un diamètre d'un seul voxel, et qui ont des problèmes donc, de contraste entre le fond et les neurites. Une approche un peu particulière qui s'appelle Optimally Oriented Flux, donc OOF pour les intimes, et dont l'objectif est de résoudre un problème qui apparaît avec l'espace d'échelle qu'on utilise pour détecter les vaisseaux, parce que c'est un espace d'échelle gaussien, donc on a pu le voir dans des présentations précédentes. Et en fait, l'utilisation d'une gaussienne a tendance à lisser la réponse, ce qui fait qu'on surestime en général la taille des vaisseaux qui sont rehaussés. Il se trouve que dans ce framework-là, cette réponse-là, elle est limitée sur les contours d'une sphère, ce qui fait qu'on a une localisation plus précise des vaisseaux dans ce framework. Voilà, on a des filtres qui se sont concentrés sur la qualité de la réponse qui était fournie, donc pour qu'elle soit la plus constante possible, même si l'intensité des vaisseaux change. Et puis une itération de ce filtre-là qui a été proposée, c'est la méthode de Zhang. Ici, on a des artefacts sur les bordures des organes qui apparaissent, et cette méthode-là cherche à les limiter le plus possible. Et enfin, on a une méthode qui sort un petit peu du lot, qui est une méthode morphologique, comparée aux autres méthodes qui fonctionnent à base d'analyse géométrique à base de Hessienne, donc de la courbure. Et donc, c'est une méthode qui fonctionne à partir d'ouvertures morphologiques d'éléments structurants en forme de ligne. Ces ouvertures permettent de récupérer 3 types de formes, donc les blobs, les plateaux et les éléments tubulaires. Et par un mécanisme de vote, en fonction de l'orientation des différents éléments structurants, on récupère les tubes lorsque tous les éléments structurants votent dans la même direction. Voilà. Je vais vous montrer donc un aperçu des résultats. Donc ici, ce que je vous montre, c'est sur la base de données de l'IRCAD, parce que la base de données synthétique, les résultats tournent encore dans le cluster. Et ce qu'on cherche à faire, c'est donc on optimise les paramètres des filtres en fonction du MCC et seulement sur la zone d'intérêt de l'organe. C'est-à-dire que dans l'organe dans sa totalité, on essaie d'avoir les meilleurs résultats.
Voilà, donc dans ce contexte-là, c'est Rorpo, donc en marron. Donc déjà, première observation, le MCC est assez bas, ce qui prouve qu'on ne peut pas vraiment faire de la segmentation seule juste avec des méthodes de rehaussement, c'est bien une méthode de filtrage. Et du coup, la méthode qui rend le mieux ici au niveau de l'organe, c'est Rorpo. Et ça s'explique parce qu'en fait, Rorpo donc, rehausse assez bien les vaisseaux, mais n'a vraiment presque aucun artefact sur les bordures du foie. Il se trouve que le rehaussement de Rorpo n'est pas si bien que ça quand on regarde un petit peu en détail, et notamment l'apparence des vaisseaux est assez bruitée. Et ça, on pourra en reparler dans les questions si vous voulez. Les deux méthodes qui performent, donc qui ont les meilleurs résultats après Rorpo, ce sont Zhang ici et German. Donc qui sont grosso modo la même méthode, mais avec Zhang qui a un pré-processing en plus. Ce qui fait qu'on s'aperçoit bien de l'efficacité donc du pré-processing qui est utilisé avec la méthode de Zhang par rapport à la méthode de German. On voit qu'il y a énormément d'artefacts qui sont sur les bordures et puis même à l'intérieur du foie. Et puis le filtre est beaucoup plus laxe dans ces conditions. Hop. Alors il y a aussi des filtres qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, par exemple ici je vais prendre le filtre OOF qui dans le foie a des métriques qui ne sont pas terribles, mais qui au niveau des vaisseaux moyens et des petits vaisseaux est dans le top 3 voire dans le top 2. Alors ça montre l'intérêt de notre approche avec différentes zones d'intérêt. Je vais essayer d'accélérer. C'est presque fini. Ça montre du coup l'intérêt d'évaluer les filtres dans différentes zones d'intérêt. Et en particulier, on voit que même si les vaisseaux sont plutôt bien rehaussés ici, il y a beaucoup d'artefacts sur les bords du foie. Et c'est pour ça que la méthode dans l'organe échoue. Hop. Et par contre, si on prend une autre métrique, par exemple le taux de vrai positif, on voit que cette méthode, elle est presque première un peu partout. Donc il ne faut jamais se fier à seulement une seule métrique lorsqu'on compare des filtres. Voilà. Et finalement, pour les bifurcations, on a le filtre de Frangy, qui est un filtre un peu de milieu de gamme, mais qui produit un bon rehaussement avec quelques artefacts sur les bords. Voilà. Donc la conclusion, c'est qu'il n'y a pas vraiment de filtre idéal. Un des points importants, c'est de bien paramétrer le facteur d'échelle. Et puis, il faut choisir son filtre en fonction des contraintes et de la boîte à outils que l'on possède en termes d'algorithmes de segmentation. Par exemple, un filtre qui produit beaucoup de bruit peut très bien fonctionner avec une méthode de tracking, puisqu'on regarde localement et on n'a pas besoin de s'occuper du bruit qui est éloigné. Donc, en termes de contribution, on a un framework donc, de benchmark modulable où on peut rajouter facilement des filtres sous forme de command line interface. On peut spécifier des zones d'intérêt custom. Et puis, on a illustré l'utilisation de ce benchmark dans une comparaison de sel filtre de rehaussement. Et puis, les résultats sont reproductibles. Voilà. Donc, quelques pistes, notamment du rehaussement adapté au deep learning, soit pour unifier des modalités, soit comme pré-traitement, comme les travaux qu'ont fait Albir. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Une question, c'était clair. Oui. Un truc que je trouve, bon, déjà, ce qui est très chouette, c'est le caractère rigoureux de ce que tu fais. Hein. C'est beaucoup de travail pour que ce soit un peu exhaustif. Et en particulier, alors du coup, je me posais la question parce que tu insistes beaucoup sur la détection de l'échelle, sur voilà, des choses qui font qu'il faut faire une recherche quand même assez exhaustive. Et voilà. La question, c'est quand tu attaques autant de filtres, finalement, ma question, c'est est-ce que le travail brute force, à un moment donné, tu l'as dit sur les seuils, le travail brute force qu'on fait pour l'un, puis pour le deuxième, puis pour le troisième, est-ce qu'il ne révèle pas des paramètres clés comme l'échelle et de sorte que les travaux, pour ce qui serait finalement le deuxième batch de candidats filtres, tu vois, est-ce que tu ne peux pas quand même gagner un peu sur... Alors on peut, mais ça dépend en fait du type d'artefact. Notamment dans ma base synthétique, j'ai seulement le réseau vasculaire et pas le bord du foie. Et dans ce cas-là, je trouve que les paramètres d'échelle qui ressortent, c'est presque les mêmes pour tous les filtres.
Par contre, lorsqu'on est dans le foie et que les artefacts du bord du foie influent énormément la méthode. Des zones dépendantes, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, faudrait tout à fait. Donc en fait, dans la zone, tu pourrais travailler sur ces histoires-là, peut-être même consolider Ou même, d'échelle. voilà, ou même par exemple faire l'optimisation, non pas sur la zone du foie dans son entièreté, mais dans le voisinage des vaisseaux. Mais ça nécessite une vérité terrain ou un masque des vaisseaux, donc un a priori. Ouais. Non, c'est intéressant. Question ? Bon. Non, puis c'est Bah. chouette parce que c'est de la science ouverte en plus. Oui. Tu nous donnes tout là. Oui, on avait On va flasher le QR code à la fin. Ouais, Ça, c'est vrai que c'est. le QR code, non, mais le lien sur le GitHub, il est dans l'article, ouais. Non, bah, L'idée, c'est que chacun rajoute son propre filtre. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, dans le design, ce qui m'intéressait vraiment, c'était que le filtre et le benchmark soient indépendants. C'est-à-dire que les filtres, même si le benchmark ne vous intéresse pas, vous pouvez le réutiliser tel quel, en fait. Ouais. J'ai une question en anglais. C'est quoi un benchmark? C'est un band. Alors en français, c'est bande d'essai, mais c'est pas très sexy. Et c'est une comparaison de plusieurs méthodes sur un même jeu de données. Voilà, ça, tout à fait. C'est une base de données de comparaison? Alors ma base de données de comparaison, du coup, c'est l'IRCAD de Strasbourg, que j'ai dû retravailler parce que aussi bien les annotations que les masques, il y a plein de problèmes là-dessus. Aussi bien des problèmes de convention de nommage que des masques qui sont bruités. Donc quand on essaye de faire des boîtes englobantes et tout, c'est galère. Et puis des vaisseaux qui ne sont pas du tout annotés, alors que même moi, non spécialiste, je les vois de temps en temps. C'est pour ça qu'on a utilisé une base de données synthétique aussi, pour avoir des résultats qui soient corrects et bien quantifiés aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut rajouter des métriques ou ça c'est figé? Alors, il faut modifier le code, malheureusement, pour ajouter des métriques. Par contre, si c'est des métriques basées sur la matrice de confusion, il suffit de rajouter la définition, faire une surcharge d'un opérateur qui envoie en fait les résultats dans un fichier CSV. Donc ça prend la définition de la métrique plus 2 lignes à modifier dans le code. Je ne pouvais pas vraiment faire mieux, donc j'ai fait comme ça. Presque on y arrive. Presque. Bon, merci beaucoup, Jonas. Pas de souci, merci.